vidéo et on va pouvoir démarrer. Alors, la communication non violente, on en a déjà parlé dans les épisodes précédents, épisodes qui sont à présent sur YouTube. Donc on a vu un peu l'essence de la communication non violente, l'aspect orienté bienveillance, compassion, à la fois envers soi, envers l'autre, le fait de quitter un paradigme, on va dire du bâton et de la carotte, dans lequel soit j'ai tort, soit j'ai raison, soit c'est blanc, soit c'est noir, et en fin de compte, si je n'ai pas raison, alors j'ai tort, et je mérite d'être puni pour avoir eu tort. Donc ça, c'est ce qu'on a principalement vu dans le premier épisode. Dans le second épisode, on a pu voir la méthode OSBD, donc observation, sentiment, besoin, demande. Voir le process de communication non violente, comment il se déroule, comment il se structure, afin de donner une grille de lecture et d'analyse à l'ensemble de l'interaction. Là, cet épisode, ça va être plus pour donner quelques éléments, notamment vis-à-vis de l'empathie, de la manière de recevoir les éléments et d'établir cette connexion à l'autre et à soi. Et ça va être aussi, après, différents éléments que j'ai pu voir au cours des formations que j'ai suivies en communication non violente, que je trouve important à mentionner et que je sais pas forcément où mettre, donc ça va être aussi un petit fourre-tout sur la fin. Voilà pour le speech de base. Donc on va pouvoir commencer donc avec ce qui se trouve de ce côté-là du coup, avec notamment la question de la disponibilité de l'empathie. Donc effectivement, pour être quelque peu ouvert à l'autre, pour être capable d'écouter et d'accepter ce que l'autre a à nous dire, la première chose est d'être en mesure de d'évaluer quelle est ma disponibilité en cet instant. Et souvent, eh bien, par exemple, la violence va se retrouver lorsque je n'ai plus aucune disponibilité, lorsque je n'ai plus aucun espace en moi, et du coup, je vais employer la force, les reproches, les jugements pour me faire entendre, parce qu'en soi, en moi, il y a tellement de choses qui se passent, tellement d'éléments, tellement de choses qui bouillonnent, la cocotte minute est prête à exploser, et du coup, bah, la moindre goutte d'eau, le moindre élément qui va faire une pression supplémentaire va entraîner un flot de lave et de haine et de colère parfois. Donc, si on remonte un petit peu dans la notion de disponibilité, effectivement, avant d'en arriver à la violence, il va y avoir un stade intermédiaire qui va être celui de la demande de soutien. Un endroit où effectivement, je vais pas forcément bien, mais j'ai encore les ressources pour demander de l'aide. Donc, effectivement, il y a mes jugements qui vont peser énormément sur moi, qui vont faire que bah ça va être lourd pour moi d'avancer et que je peux avoir intérêt à prendre un temps d'arrêt pour demander de l'écoute ou pour demander à quelqu'un de m'aider à clarifier ce qui se passe en moi. Ensuite, si on continue à remonter sur l'échelle de la disponibilité, il va y avoir les mots, lorsque j'ai encore les moyens de m'écouter, lorsque je suis encore en capacité d'apporter de l'auto-empathie, donc d'effectuer un processus de communication non violente avec moi-même, prendre le temps de m'écouter, de transformer mes jugements en quelque chose qui sera plus de l'ordre de l'observation, sentiment, besoin, demande, afin de clarifier ce qui se cache derrière mes jugements, de les entendre, de les accepter et de les digérer. Ensuite, lorsque ma disponibilité est encore plus importante, lorsque j'ai pris le temps de m'écouter suffisamment, bien j'ai parfois les moyens de m'exprimer. Lorsque c'est suffisamment clair en moi que l'équilibre intérieur est suffisant, je vais pouvoir exprimer ce que je ressens, ce que je vis, la manière dont j'aimerais que les choses se passent aussi, et sans reproche, sans blâme, sans accusation vis-à-vis de l'autre, simplement exprimer ce qui se passe en moi en cet instant, après avoir permis bien de décanter les jugements, des sentiments, des besoins, et donc de formuler parfois des demandes. Et enfin, le niveau entre guillemets le plus important de disponibilité, lorsque en soi, en moi, je suis à un niveau plutôt d'harmonie, eh bien, je vais avoir les moyens d'écouter l'autre. D'écouter l'autre, de m'ouvrir à l'autre et d'avoir un espace en moi qui va permettre d'accueillir ce que l'autre vit et de me relier en conscience à ses sentiments, à ses besoins, plutôt que de lui imposer les miens, parce que si en moi, il y a énormément de choses qui se passent, qu'il y a de la colère ou de la peur, et que j'entre dans une interaction, dans une connexion avec l'autre, ces éléments qui sont en moi vont influencer naturellement bien la relation qu'il y a avec l'autre. Alors que si j'ai pris le temps de les clarifier, de les digérer, il y a un moment où je serai suffisamment ouvert vis-à-vis de l'autre. Voilà.
Ça, c'était un premier élément. Donc, Neko, s'il y a des éléments, des questions que tu souhaites éventuellement poser, vu que tu vas me faire le public en cette soirée, sur lequel, eh bien, si tu souhaites revenir sur un élément ou un autre, n'hésite pas à m'interrompre ou à poser des questions. Non, pour l'instant, tout va bien. Génial. Donc, pour poursuivre sur la question de l'empathie, puisque là, ça va être le principal sujet de ce soir, c'est la présence en dehors de l'action. Un des préceptes bouddhistes était, et toujours d'ailleurs, ne te contente pas d'agir, sois là. La disponibilité et la présence en un instant à l'autre. Ne pas être dans la réaction à ce que va dire l'autre, mais plutôt être dans l'ouverture, dans l'écoute, plutôt que dans une recherche d'action. Lorsqu'une personne vient vers moi pour me partager, par exemple, un problème, on va dire, par exemple, Neko, il t'est arrivé quelque chose d'assez étrange aujourd'hui, peut-être qu'à un moment, t'as vraiment eu l'impression qu'on te suivait dans la rue, et c'est quelque chose qui t'a énormément perturbé parce que t'aurais juré qu'il y avait deux personnes qui, entre le RER et chez toi, eh bien, elles te filaient. C'est tragique. Pour l'instant, t'as beaucoup d'inquiétude, beaucoup de peur. Et en fin de compte, bah, tu vas arriver, tu vas dire, hey, Sia, écoute ce qui m'est arrivé aujourd'hui. Voilà, je veux rentrer du RER et il y a deux personnes qui ont suivi. J'en suis quasiment sûr que c'était moi qui suivais. Et là, j'ai plusieurs possibilités de réaction. Ou alors, je peux effectivement me contenter d'être là. On va d'abord étudier les différentes réactions et on va voir comment elles impactent l'interaction avec l'autre pour ensuite voir s'il n'y a pas une alternative. Par exemple, je pourrais la conseiller. Est-ce que lui poser par exemple, non mais dans ces cas-là, ce que tu fais, tu vas tout droit, tu passes ton logement, ensuite, dès que tu tournes à un coin de rue, tu piques un sprint, tu fonces, tu fonces, tu fonces, tu cours, et ensuite tu vas dans une boutique. Là, une fois que tu es dans la boutique, tu parles un petit peu avec le commerçant, t'attends une bonne dizaine de minutes à l'intérieur, et ensuite seulement tu ressors, tu vois s'ils sont encore là, et s'ils sont encore là, t'appelles les flics. Ok. Euh, Elle va être en mode ouais ok j'aurais dû faire ça, mais j'ai pas pensé. Et ce qui va se passer en elle en cet instant, bah c'est que elle n'était pas forcément à la recherche en venant me voir de conseils sur ce qu'elle aurait dû faire au moment où elle a vécu cette expérience qui pour elle était quelque chose eh bien d'éprouvant. Et là, effectivement, je lui dis ce qu'elle aurait dû faire. Ou alors j'aurais pu aussi surenchérir et dire que ah mais c'est rien, ça moi une fois, il y a deux personnes qui sont venues et qui m'ont adressé la parole et ensuite qui ont essayé de bloquer ma voiture pour essayer bah, de se faire prendre en stop. Or tu vois, se faire suivre par deux personnes, en fin de compte, elles t'ont même pas volé donc là on a à la fois un mélange de surenchère parce que moi ce que j'ai vécu c'était plus important que ce que toi t'as vécu. Et à côté, on a aussi une petite dérive sur des anecdotes, une anecdote de mon passé, mais j'aurais aussi pu parler de la fois où mon père s'est fait suivre par deux personnes, ou une personne, voire quatre personnes, quatre, quatre personnes, et qu'à ce moment-là, eh bien, il a fait de son mieux. Oui, c'est une anecdote, mais ça t'aide pas forcément. Pareil, si je te dis non, mais ça, écoute, t'es mignonne, mais je m'en fous un petit peu. Je sais pas comment tu vas le vivre, Neko, si tu viens en me disant qu'il t'est arrivé un truc horrible, que t'en es encore toute retournée, et que je te dis que c'est bien, mais je m'en fous un peu. Voilà, je pense que tu risques de le prendre pas mal, mais effectivement, bah, Un peu blessant, quoi. t'espérais être accueilli, pouvoir exprimer ce que t'as ressenti. Euh, L'attente que tu avais, c'était d'avoir une écoute, d'avoir quelqu'un qui soit là pour accueillir ce que t'as vécu, t'entendre et te dire que bah concrètement, ce que t'as vécu, c'était pas anodin. Si pour toi ça a eu un impact, eh bien, c'est tout ce qui compte. Et entendre l'impact que ça a eu sur toi et te permettre de prendre le temps de digérer ce que tu as vécu. Pareil, si je commence à sortir mon petit bloc-notes et à te demander d'abord à quoi ils ressemblaient concrètement ces deux personnes, est-ce qu'elles étaient au-dessus d'un mètre 60, au-dessus d'un mètre 80? Est-ce qu'il y en a un qui portait des chaussures de ville? Ou est-ce que c'était tous les deux des sneakers? Est-ce qu'il y en a un qui était avec un blouson noir? À quelle heure était-ce? Entre quelle station et quelle station? Est-ce que c'était plutôt en l'approche de et t'assaillir d'une multitude d'éléments de questions, encore une fois, ça va pas forcément être quelque chose qui va être aidant.
Voilà, donc après, si j'essaie de trouver les petites failles de ton récit, par exemple, tu m'as mentionné que c'était lorsque tu revenais du taf, sauf que moi je sais que tu reviens du taf vers 17 heures, et tu me dis, il faisait à peu près nuit. Sauf qu'à 17 heures, à ce moment-là, il faisait pas nuit. Donc je vais te dire, c'est bizarre parce que tu m'as dit que c'était à 17 heures et en même temps, tu as dit qu'il faisait nuit. Or, le soleil se couchant à 17h45, il y a une faille dans ton récit. Comment t'expliques ça? Comment tu le vivrais si je te répondais comme ça? Déstabilisée peut-être? Effectivement. Et un un peu surprise, je dirais quand même, parce que exposer quelque chose et on te demande un détail qu'on considère un peu anodin, surtout qu'en plus, bon, je vais pas être pointilleuse là-dessus. Après, il faisait nuit, il faisait presque nuit. En, en fonction du climat relativement pourri Ouais, mais actuel, pour il moi, peut c'est faire important de comprendre particulièrement tous les chaud détails parce que 17 heures. si je veux réussir à t'expliquer, il faut que je connaisse les détails parce que s'il y avait une voiture de flic juste à côté, tu pouvais y aller. Mais si tu me mentionnes pas qu'il y a cette voiture de flic, comment est-ce que je suis censé le savoir? Est-ce que On tu va te sens juste accueilli attendre. ouais, est-ce que tu te sens accueilli par exemple avec cet élément-là? Je pense que je déclarerais forfait pour l'épisode et je dirais, tu veux pas te regarder une série plutôt que de reparler de ça, hein. Et du coup, il y aura un élément qui avait de l'importance pour toi et qui en fin de compte sera passé à la trappe parce que la personne qui était en face de toi était pas apte ou avait pas la capacité en cet instant à accueillir ce que tu vivais. Donc je pourrais continuer. Par exemple, il y a aussi l'amplification parce que lorsqu'on compatit avec une personne, on a tendance très souvent à amplifier ou à rendre les choses encore plus graves qu'elles ne le sont. Plutôt que de me concentrer sur ce que Neko a vécu, donc l'expérience qui lui a fait extrêmement peur, si je commence à compatir plutôt qu'à entrer dans l'empathie, c'est je me mets à sa place. Oh ma pauvre! Mais franchement, moi j'aurais été dans cette situation, mais j'aurais été terrifié. J'imagine même pas ce que ça doit être, parce que là, franchement, avoir deux personnes qui me suivent comme ça, alors qu'en fin de compte, eh bien, je suis dans un quartier un petit peu craignos, c'est que j'imagine même pas comment j'aurais vécu les choses. Mais tu devais être terrifié. Ouais. Là, concrètement, ce que je viens de faire, j'ai pris ta situation, je me suis mis à ta place, j'ai parlé de moi, comment j'aurais vécu ta situation. On s'est pas du tout intéressé sur comment toi t'as vécu ta situation. Par contre, on s'est intéressé à comment moi j'ai vécu ta situation, que je n'ai pas vécu d'ailleurs, mais que j'aurais quand même eu très très peur si je l'avais vécu. Est-ce que tu te sens accueilli par là ou comment est-ce que tu te sens dans cette situation? Hmm. Bah, d'un côté, l'aspect compatissant apporte quand même un certain réconfort, mais peut-être un peu de frustration pour le côté, bah, pour l'instant, on ne parvient pas trop à s'exprimer, quoi. Hmm. Après, effectivement, il y a aussi l'amplification. Donc là, c'est en faire des tonnes, dire que tu devais être terrifié, que c'est vraiment quelque chose d'atroce qui t'est arrivé. Mais sinon, il y a encore d'autres choses qui peuvent être abordées. Parce que je suis un très bon ami. Et du coup, je connais toutes les arcanes de l'expression. Et ouais, mais ça, t'es sûr que c'était lorsque tu revenais du travail? C'est pas plutôt lorsque, après que le couvre-feu était en vigueur, alors que t'avais rien à faire dehors, eh bien, t'allais te promener parce que tu t'ennuyais un petit peu chez toi? En même temps, tu es un petit peu cherché à te promener dehors, comme ça, en Jeter pleine la nuit. faute sur l'autre en disant que c'est normal si tu as fait ça, c'est parce que tu as fait une chose qui le méritait. Voilà. C'est pas top non plus. Mais sinon, la dernière solution, effectivement, je vois que l'autre vit quelque chose qui a été peut-être éprouvant pour lui. Et c'est d'écouter déjà dans un premier temps, eh bien, comment tu te sens à présent que, ouais, t'es de retour chez toi après avoir eu l'impression que deux personnes te suivaient dans la rue. Comment tu te sens à présent? Et là, effectivement, un espace va s'ouvrir pour que Neko puisse mettre des mots sur ce qu'elle ressent actuellement, sur le besoin de sécurité qu'elle a éventuellement, sur ce qu'elle a pu vivre à cet instant, peut-être la manière dont elle se sentait démunie, incapable de réagir, incapable de trouver la chose à faire. Et là encore, même si je peux avoir l'impression que c'est le moment pour étaler ma science et mon plan en trois parties sur comment se débarrasser de personnes étant dans la filature,
ça part d'une bonne intention, l'intention d'aider l'autre, mais elle est encore dans la phase où elle digère ses émotions, dans une phase où elle a plus besoin d'être écoutée, d'être accueillie, plutôt que d'une phase où elle a besoin d'une personne pour réagir. Et pour ça, il y a une manière qui a été mise en place par différentes personnes dans des familles, par exemple, qui était assez intéressante. C'est lorsqu'une personne commence à expliquer quelque chose, à raconter une histoire qui la concerne, l'autre va lui demander: est-ce que tu as besoin de quelqu'un pour écouter ou pour te conseiller? Et ça permettra de clarifier directement pourquoi est-ce que tu racontes ça à l'autre. Clarifier l'intention de pourquoi est-ce que tu t'adresses à l'autre. Parce qu'effectivement, lorsque je m'adresse à un avocat pour un problème juridique, j'attends pas de l'avocat qu'il entre en empathie avec moi et qu'il me dise que ce qui m'est arrivé, c'est un process émotionnel à digérer, etc. Lorsque je vais voir un avocat, j'attends des réponses concrètes dans son domaine d'expertise. J'attends pas de lui qu'il entre en empathie avec moi. J'attends de lui qu'il me fournisse les éléments concrets parce que j'ai besoin de sa science. Par contre, lorsque je vais voir quelqu'un qui m'est proche après cet élément traumatisant, j'attends pas forcément de lui des conseils ou des actions. J'attends plutôt peut-être effectivement cette connexion. Et lorsqu'on arrive à développer cette connexion, ça peut passer par exemple par du paraphrasage, de la réflexion lors de fortes charges émotionnelles, lorsque l'autre va s'exprimer, reformuler. Tout simplement pas essayer de donner des conseils ou quoi que ce soit, simplement montrer que l'autre a été entendu. Parce que si tu te contentes d'écouter et que pendant 20 minutes, tu ne dis pas un seul mot, bah à un moment, l'autre va se demander si tu fais chier ou pas, quoi, et si t'attends simplement que qu'il est fini pour pouvoir te barrer. Alors que si régulièrement, tu montres que tu es à l'écoute, que tu reformules, que tu essaies de voir que tu es bien en connexion à la fois avec les sentiments de l'autre, avec ce qu'il a ressenti à ce moment-là, ça permettra d'avancer. Et lorsque l'autre se sent compris, ça peut se matérialiser d'un point de vue des sensations corporelles. Par exemple, le rythme d'élocution peut se faire plus lent. Il peut y avoir un relâchement musculaire, par exemple au niveau des épaules, qui avant étaient assez tendus, qui peuvent se relâcher. Et il peut y avoir des silences qui sont plus longs. Et du coup, les silences, pour partir un petit peu dessus, parce que c'est quelque chose avec lequel on n'est pas forcément à l'aise, il n'y a pas de, il n'y a pas besoin d'en avoir peur. Il n'y a pas de justification à en avoir peur. C'est un moment pendant lequel la personne voyage. Elle voyage en elle-même, elle voyage dans sa réflexion, et la personne que tu as récupérée à la sortie du silence ne sera pas exactement celle que tu as laissée au début du silence. Elle aura pu intégrer certaines choses vis-à-vis d'elle, elle aura pu clarifier certains éléments, elle aura pu en digérer d'autres, et à partir de là, la conversation peut reprendre une fois que le silence a été fait. Donc, ne pas craindre dans le cadre d'une écoute empathique, eh bien, d'ouvrir une case de silence, d'accepter que l'autre, pendant un temps, voyage seul, pour ensuite le récupérer un petit peu plus loin. Voilà, donc ensuite, pour ce qui est de l'écoute empathique, euh, c'est voir les choses au-delà au-delà de l'expression de l'autre. C'est réussir à discerner les sentiments et les besoins qui peuvent se cacher derrière ce qui se vit. Par exemple, des parents avec un adolescent qui leur dit: je veux un iPhone pour Noël. Lorsque les parents disent non, parce qu'effectivement un iPhone c'est quand même un certain coût. Euh, D'ailleurs bonjour Rikima. Bien, l'adolescent risque de partir en trombe. Le pourquoi vous me faites ça? Pourquoi vous refusez de me donner cet iPhone? Pourquoi est-ce que vous me faites ça? C'est pas juste. C'est que vous m'aimez pas? Là, il peut y avoir différentes réactions de la part des parents. Ça peut être de hausser le ton parce que non, tu me parles pas comme ça. Tu vas dans ta chambre et t'arrêtes de faire chier. Ça va pas forcément apaiser les conflits dans la maison. Il va toujours y avoir quelque chose qui est pas forcément digéré. Il va y avoir quelque chose qui va être de l'ordre du conflit. Tandis que si on se concentre sur le pourquoi, sur ce qu'il y a derrière cette observation, effectivement, l'observation du point de vue des parents, ça va être: bah, mon fils ou ma fille me demande un smartphone pour Noël. Comment est-ce qu'il se sent déjà? Et je sens que là, lorsqu'il me le demande,
bah il y a de l'angoisse, il y a de la colère. Et à partir de là, je vais continuer à tirer le fil. Pourquoi il y a cette angoisse? Pourquoi il y a cette colère? Bah si je lui demande, écoute, là j'ai repéré que tu m'as demandé ça, et j'entends beaucoup de colère là-dedans, est-ce que tu pourrais me dire à quoi c'est lié, le développer? Après, tu vas peut-être avoir une explication, par exemple le fait que tous les copains au collège, au lycée, plutôt au collège d'ailleurs, ils en ont un, et en fin de compte, bah, je suis le seul à avoir encore un truc à clapper, et franchement c'est la honte. Ok, bah je te remercie de m'exprimer ça. Donc ce qui est important pour toi, c'est d'appartenir à ton groupe d'amis, et le fait de ne pas avoir un iPhone comme les autres, tu ressens une peur d'être exclu. Et effectivement, peut-être que tu tireras juste au premier coup, et que effectivement t'as le gosse qui va réaliser ça, qui va se sentir entendu, écouté, et après à partir de là, on va voir comment ça peut se goupiller. Après, ça peut être peut-être autre chose, et encore, c'est pas grave de se tromper dans les propositions, dans les tentatives de connexion, parce qu'à partir du moment où ça part du cœur et que tu essaies de comprendre ce qui se passe chez l'autre avec bienveillance, et avec effectivement ouais, bienveillance, eh bien l'autre au pire va te dire non, c'est pas ça, et va te donner des éléments supplémentaires pour les affiner effectivement le diagnostic, et réussir à un moment ou à un autre à toucher ce qui se vit en lui. Et après, eh bien peut-être que la solution, ça sera effectivement l'iPhone, ou peut-être que ça sera trouver après d'autres stratégies pour répondre à ce besoin. Le besoin, c'est un besoin d'être inclus dans le groupe d'amis. C'est pas un besoin d'avoir un iPhone. Le besoin qui est important pour le gosse, et qu'il exprimait à travers le je veux un iPhone, c'était le besoin d'appartenance. Est-ce que proposer, je sais pas, plus de soirées où le gosse pourra inviter ses amis à la maison, ça pourrait être une alternative? Est-ce que trouver d'autres moments pour ça? À voir. Ou est-ce que c'est d'avoir Facebook régulièrement, Instagram, TikTok ou autre? Je me mets à la page quand même. Bref, ça va dépendre. Ça va dépendre, mais ça permet d'établir la connexion. Donc là, c'est de la connexion à l'autre, et plutôt que de se focus sur la demande, sur ce qui a été exprimé de base, et d'entrer sur un conflit armé où le gosse va dire je veux ça, et les parents c'est hors de question, et de s'étriper là-dessus, eh bien l'idée, c'est d'essayer de se connecter à ce que vit l'autre, à ce qu'il ressent, parce que il y a toujours une explication, toujours une motivation derrière. Et oula, hop, tchouk, 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 tchouk. Là effectivement, c'est la manière de poser, de façon de poser des limites et leurs conséquences sur la relation. Donc là, c'est quelques petites illustrations qui ont été faites par des personnes reliées à la CNV. Donc effectivement, euh, on le voit. Hop, voilà, un gosse qui dit un gros mot, et l'adulte qui se met à l'engueuler et dire il faut pas te dire de gros mots, débile, c'est interdit, tu seras puni pour la récréation pour la peine. Ouais. Le gosse, concrètement, il a dit quelque chose qu'il fallait pas dire, on lui rebalance exactement la même chose. C'est pas dit que il ait retenu la leçon, parce que j'ai dit un gros mot, on m'en a balancé trois en retour. La conclusion, c'est les adultes ont le droit de dire des gros mots, mais moi pas. Je suis pas sûr que c'est la leçon que l'adulte voulait transmettre, mais c'est l'adulte, c'est ce qu'il a transmis. Et globalement, dans cette interaction-là, je sais pas ce qui se passe pour l'autre, et ce que je vis n'est pas entendu, mon avis ne compte pas, je n'ai aucune liberté de choix, et ça me coupe de mon élan à contribuer. J'ai pas envie, dans cette interaction où je me fais insulter pour avoir osé dire une insulte, eh bien, j'ai pas forcément envie de me relier à l'autre. À l'inverse, lorsque le gosse dit un gros mot, et que l'adulte va, je sais pas, mentionner le fait que je vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas pour toi, en même temps, quand je t'entends dire putain de bordel de merde, ça me donne pas envie d'ouvrir mon cœur et de t'écouter. Ce qui m'aiderait à t'entendre, ça serait que tu me dises comment tu te sens et ce qui se passe pour toi. Pourquoi, pourquoi cette déferlante de colère? Est-ce que tu serais ok pour me l'expliquer? Et donc là, c'est se connecter à l'autre. C'est essayer d'établir de la clarté sur ce que l'autre vit, et exprimer que ce qu'il vit a de l'importance, et que ce que je vis a aussi de l'importance. Essayer, au-delà de la simple relation, euh,
primaire d'établir une réelle connexion et s'inclure dans cette relation. J'ai des repères pour contribuer librement. La limite de l'autre est une occasion de vivre la connexion et de co-créer une solution qui nous plaise et qui nous convienne à tous les deux. Je sais pas si c'est clair, donc pour ceux qui sont sur le chat, n'hésitez pas à écrire. Je lis et éventuellement Neko pourra se faire votre porte-parole puisqu'elle est avec moi sur Discord et du coup elle pourra tout à fait Hmm, faire remonter les éléments les plus pertinents pour éviter que je me perde en même temps dans les commentaires. Là, non, globalement, il y a juste quelqu'un qui a abordé. Bienvenue à vous. Est-ce que tu serais capable de dire ça devant la Cosa Nostra? Et je ne pense pas que ce soit extrêmement pertinent. La Cosa Nostra, c'est d'un point de vue La mafia connaissance. sicilienne. Ah, la mafia sicilienne. Alors, est-ce que je serais capable de dire ça devant un mafia sicilienne? Bonne question. Moi, je sais pas, mais je peux te dire que le mec qui a développé la communication non violente a été capable de dire ça devant pas mal de contextes différents, que ça a été des tribus en Afrique subsaharienne qui s'entre-déchiraient d'un point de vue ethnique et religieux. Et il a pu travailler sur ce type de thématique. Et effectivement, chacune des deux tribus voyait l'autre d'un point de vue ennemi. Et pourquoi est-ce qu'elle a attaqué l'autre tribu? Bah, c'était pour protéger la sienne. Et chacune des deux tribus avait à cœur la sécurité des siens. Mais ce qu'il montrait à l'autre, c'était pas ce qui est important pour moi, c'est ma sécurité et la sécurité de ceux que j'aime. Ce qu'il montrait à l'autre, c'était bah vous avez fait du mal au nôtre, on va faire du mal au vôtre, comme ça vous allez retenir la leçon et vous ne referez pas du mal au nôtre. Et en fin de compte, ça générait un cycle de violence qui, en à peine une décennie, avait mené à la population divisée par deux. Voilà. Donc il a réussi à pacifier ce genre d'éléments en mettant les chefs des deux tribus autour d'une table. Ça n'a pas forcément été évident, mais à partir du moment où tu arrives à passer au-delà de cette première barrière, cette première interaction, et passer sur quelque chose de plus profond, une véritable connexion, à partir du moment où les deux parties arriveront à entendre non plus les jugements et les interprétations sur ce que dit l'autre, mais au contraire les besoins et les sentiments de l'autre, là, le dialogue pourra se rétablir et là, la communication, la connexion pourra se faire et une résolution dans laquelle tout le monde sera content pourra être envisageable. Hop, je retrouve une petite image qui correspond assez bien à ça. Euh, je vous laisse la lire éventuellement, mais ça sert de support, voilà. Hop. Entre la notion de compromis et de shift. Voilà, donc pour la Cosa Nostra, je sais pas. Il l'a aussi fait avec, par exemple, des jeunes de Brooklyn qui étaient étiquetés en tant que, eh bien, jeunes délinquants, euh, jeunes délinquants violents. Bon, bah, lorsque tu as cette étiquette de base, t'es assez mal barré, on va pas se mentir, parce que on t'a dit que pour correspondre à cette étiquette qu'on t'a mise, eh ben, tu vas te permettre des comportements de rébellion, de conflit avec ceux qui ont osé te mettre cette étiquette parce que c'est pas forcément agréable. Et effectivement, lorsque Marshall Rosenberg s'est retrouvé dans une classe où effectivement, eh bien, il y avait des personnes de ce type, relativement baraquées pour certaines, certains adolescents qui étaient plus baraqués que lui, eh bien, il a trouvé les mots justes, à savoir déjà de demander aux personnes s'ils voulaient bien s'asseoir afin qu'il puisse exprimer ce qui était important pour lui, de pouvoir leur parler d'un sujet qui est la communication non violente et la manière d'entrer en interaction avec les autres. Il y a 80% de la classe qui allait s'asseoir, mais il y a 20% qui a refusé, qui est resté à la fenêtre à balancer des insultes en bas. Bon, il s'est approché des deux trois qui étaient restés debout et il a dit, et plutôt que de leur dire asseyez-vous, il a dit bonjour monsieur, messieurs, parce qu'on leur dit messieurs hein, lorsqu'ils font une tête de plus que vous et ont des biceps qui font à peu près la taille de vos cuisses. Bon, voilà, ça pousse à être respectueux. Et est-ce que vous avez entendu ce que je vous ai dit? Et l'un des deux s'est retourné et a dit ouais, vous nous avez ordonné d'aller nous asseoir. Et Marshall qui l'a remercié pour cette réponse et qui a dit que c'était pas ce que lui entendait par là et que il souhaitait leur partager certains éléments qui il pensait pouvaient être utiles à ces adolescents et que
de par ce souhait, eh bien, pour pouvoir le faire dans les meilleures conditions, il aurait aimé que les adolescents s'assoient afin qu'on puisse entamer un débat et une discussion. Donc voilà, il a réussi après, petit à petit, à créer cette connexion. Les deux sont allés s'asseoir une fois que on a vu que c'était pas un ordre, qu'il leur imposait pas sa loi, que s'ils souhaitaient rester debout à côté de la fenêtre, ils le pouvaient, mais qu'en tout cas, ce que Marshall souhaitait, c'était établir cette connexion et cette discussion. Ouais. Bon, s'ils sont 600 000, effectivement, c'est pas tout à fait pareil, mais à voir d'où viennent les 600 000, pourquoi ils agissent. Je connais pas assez la Cosa Nostra, donc je m'aventurerai pas là-dedans. Mais je suis sûr qu'il y a moyen d'établir la connexion. Et ça me fait penser à une personne qui était de couleur noire et qui s'est fait comme objectif d'interagir au maximum avec des gens du Ku Klux Klan aux États-Unis. Et plutôt que de stigmatiser les personnes du Ku Klux Klan en disant ouais vous êtes des racistes, et bah il a interagi avec eux comme il aura interagi avec d'autres êtres humains, et c'est par cette interaction, par cette connexion, qu'il a réussi à, à en faire quitter pour certains le Ku Klux Klan. Il leur a pas ordonné de quitter ces groupes relativement extrémistes. Il leur a permis de voir que de l'autre côté, bah, c'était aussi des êtres humains et des personnes qui pouvaient établir une relation. Et il s'est même rendu à certains des meetings du Ku Klux Klan pour découvrir et comprendre cette facette de ceux avec qui il interagissait. Enfin bref, je pourrais déblatérer là-dessus un petit bout de temps et ça serait pas forcément pertinent, mais si vous vous intéressez à ce sujet vis-à-vis du Ku Klux Klan et d'une personne qui les a convertis, vous trouverez assez facilement, je crois qu'il y a un TED Talk là-dessus sur YouTube, et je vous le recommande, très très intéressant. Voilà, donc ça c'est la question de l'empathie vis-à-vis de l'autre. Mais avant d'établir de l'empathie vis-à-vis de l'autre, il y a la question de l'auto-empathie. Apprendre à se traiter avec bienveillance. Parce que bien souvent, la personne qu'on traite le plus durement, c'est soi-même. La personne sur laquelle on a le plus d'exigences, tu dois être comme ça, tu dois être comme ça, tu dois être le meilleur, tu dois être poli, tu dois être gentil, tu dois être élégant, tu dois séduire les femmes, tu dois faire ci, tu dois faire ça. Et si tu n'y arrives pas, bah t'es qu'un loser. Ouais, c'est pas forcément la manière, on va dire, la plus porteuse d'interagir avec soi-même. Et une autre manière d'appréhender le monde, d'appréhender cette relation, c'est de se chérir, de s'aimer tel que nous sommes, sans jugement, et s'aimer pour qui nous sommes. Et ensuite, effectivement, il y a des moments où je serai heureux par rapport à mon interaction avec le monde, il y a des moments où je serai un peu triste. Et dans ces cas-là, je verrai en moi pourquoi est-ce que je suis triste. Est-ce que c'est parce que pour moi c'est beaucoup d'importance de parvenir à établir une connexion avec l'autre et que j'y suis pas parvenu? Ok. Dans ce cas, j'entends qu'en moi il y a de la tristesse vis-à-vis de ça. Et plutôt que de sortir le fou et de commencer à me flageller parce que j'ai pas réussi à aller parler à cette nana, ce qui fait que sur la nana suivante, j'aurai encore moins confiance en moi, et du coup, je vais pas y arriver non plus, et je vais me forcer encore plus, je vais me mettre un bon coup de cravache supplémentaire, ce qui va me mettre encore plus au fond. Bah, me traiter moi-même avec bienveillance, commencer à m'apprécier, et peut-être à me traiter comme un être humain, en fait, avec amour et avec douceur, bah, ça peut amener à un shift, à une transformation de mon interaction avec moi-même. Voilà, donc le deuil, j'en parlerai peut-être un peu plus tard, mais concrètement, je parle pas forcément du deuil de personne, mais aussi le deuil d'éléments. Être capable de se relier aux sentiments et aux besoins qui ont été insatisfaits, qui naissent dans les actes passés et que je regrette à présent, effectivement, lorsque j'ai insulté ma copine, lorsque j'ai dit quelque chose que je regrette à mes parents, ça a été dit. Et je le regrette à présent. Ok. Plutôt que de passer 2 heures, 5 heures à me dire mais t'es qu'un sale con de leur avoir dit ça et de me flageller, effectivement, voir ce que j'ai vécu, identifier la tristesse à ce niveau-là, voir ensuite à partir de là, en cet instant, qu'est-ce qui est important pour moi, et établir peut-être des actions pour répondre aux besoins qui étaient non satisfaits à l'époque et qui sont non satisfaits maintenant, pour éviter que je me retrouve de nouveau dans une situation où je me retrouverais à insulter une personne à laquelle je tiens, parce que souvent les personnes qu'on maltraite le plus, c'est les personnes qui sont le plus proches de nous. Donc plutôt que d'arriver là-dedans, essayer de clarifier le
pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là, comment faire pour que ça ne se reproduise pas, essayer d'ouvrir de nouvelles routes, peut-être d'ouvrir la conversation, de revenir sur l'élément qui a fait dérailler dans un premier temps et dire écoute, j'aimerais qu'on revienne sur la discussion il y a 2 jours, lorsque tu m'as dit ça, que je t'ai dit ça, et qu'en fin de compte j'ai fini par t'insulter. Est-ce que ça serait ok pour toi, si tu as la disponibilité là, qu'on en discute un peu parce que bah, ça a l'importance pour moi et j'aimerais vraiment clarifier les éléments là-dessus. Et ensuite, pouvoir clarifier avec l'autre le pourquoi est-ce que j'en suis arrivé là et rétablir une certaine connexion vis-à-vis de l'autre. Voilà. En sachant, et donc ça c'est un petit rappel par rapport à la deuxième partie, donc la partie OSBD, donc le chapitre 2 de la CNV sur la chaîne YouTube, donc pour ceux que ça intéresse, vous le retrouvez un petit peu avant. La différence à faire entre la cause et le facteur déclenchant. Donc le facteur déclenchant, c'est l'observation, c'est l'élément extérieur, euh, c'est la petite goutte d'eau qui va faire déborder le vase. Mais la cause, ça va être les besoins non satisfaits, ça va être les éléments qui vivent en moi, qui sont présents et qui à un moment, eh bien, ne sont pas nourris comme ils devraient l'être. Et il y a de la rancœur, il y a des éléments, des émotions un petit peu difficiles et de la douleur qui va s'accumuler jusqu'à un moment où ça va déborder. Et arriver le plus vite possible à distinguer ces deux éléments peut permettre d'aider. Plutôt que de rejeter la faute sur l'autre, c'est toi qui me mets en colère. La colère, non, elle vient pas de l'autre, effectivement. Si j'avais une super journée, peut-être que la manière dont l'autre s'était adressé à moi en me disant coucou ma gueule, bah concrètement, j'aurais une super journée avant, ça serait passé crème. Or que là, j'ai une journée de merde avant, je suis sur les nerfs, le mec me dit coucou ma gueule, bah pour moi c'est un manque de respect, je vais l'insulter et ça va partir dans les insultes et dans l'escalade de la violence et en fin de compte on sera tous les deux perdants. Alors que concrètement, avec une super journée avant, la même, le même élément serait passé totalement différemment. Ce qui fait que c'est pas ça qui est l'origine, c'est pas l'action de l'autre qui génère ma colère. L'action de l'autre va avoir un impact sur mes sentiments et sur des besoins qui sont inassouvis en moi. Et c'est le fait que ces besoins soient inassouvis en moi qui fait qu'à un moment, il va y avoir une énorme colère ou une énorme tristesse, une énorme rancœur. Et bah, plutôt que de se soucier de l'autre, ça va plutôt être se soucier de nourrir mes besoins et de voir effectivement là c'est un besoin de respect que j'ai. Comment est-ce que je peux travailler pour établir cette notion de respect vis-à-vis de moi? Comment est-ce que je peux travailler pour me sentir au calme, diverti? Et voilà, ça va permettre, voilà, c'est distinguer l'autre de la source de ma colère. Alors pour ça, il y avait une petite anecdote un petit peu en mode père castor bouddhiste. C'était un moine, allez, on va dire un moine tibétain, mais concrètement un moine qui avait décidé de méditer sur un lac. Du coup, il avait pris une petite barque et il avait été parti s'installer au centre du lac et il a médité. Une petite heure, les yeux fermés, concentré, et ouais, il était concentré. Il devait réussir à méditer. Et à un moment, eh bien, une barque a percuté sa propre barque. Alors, plein de colère, il a ouvert les yeux, et il s'apprêtait à vociférer sur l'inconscient qui avait osé percuter sa barque. Parce que ça se voyait bien qu'il était au milieu du lac à pas bouger, et que concrètement, quel débile qui a osé faire. Et lorsqu'il a ouvert les yeux, il a vu qu'en face de lui, ce qu'il avait percuté, c'était une barque qui avait été mal amarrée et qui avait dérivé vers le centre du lac. Et qu'il y avait personne qui était stupide et débile au point de l'avoir percuté. Par contre, lui avait ressenti de la colère. La colère ne venait pas de l'autre et de l'action de l'autre, la colère venait de lui-même, tout simplement. Ça fait sens ou pas forcément, Neko? Bah, la question que je me pose, c'est est-ce qu'il peut, enfin, par rapport à ton exemple du moine tibétain, c'est est-ce qu'il peut en vouloir à la personne qui, bah, non mais c'est un boulet ce mec, pourquoi il l'a mal attaché? Enfin, c'est débile, exemple. Possible, mais concrètement,
Après, il y aurait une multitude de possibilités là-dessus, ou est-ce que c'est un coup de vent qui a fait que la barque s'est détachée? Nous ne le saurons jamais. Mais l'idée est que il y avait que lui, et pourtant il a ressenti de la colère, alors qu'il n'y avait rien d'autre autour. À moins que que le monde matériel autour de nous soit permette de justifier le fait d'être en colère, ce qui pour moi n'est pas forcément le cas. Effectivement, la colère, comme les autres émotions, viennent de l'intérieur et non pas de l'extérieur. L'extérieur peut déclencher, être un trigger, mais l'émotion vient de besoins inassouvis à l'intérieur. Donc là, c'était un besoin de calme qui était inassouvi, et du coup, bam, c'est parti dans les tours. Sauf que c'est parti dans les tours par rapport à un élément extérieur qui en soi n'était pas une personne. Est-ce que c'est plus clair? D'accord. Plus clair, oui. Génial. Merci. Du coup, ensuite, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ah oui, d'un point de vue de la connexion à l'autre, puisque c'est quand même un peu le topic du jour. Blablabla, hop. Est-ce que je vais le retrouver? Hop. Quand je dis non à l'autre, je lui explique pourquoi. Euh, L'idée, c'est plutôt que de dire non, je veux pas, il y a une justification. Si l'autre te demande quelque chose et que tu refuses, il y a toujours un besoin qui est sous-jacent. Si par exemple, on va dire, Neko me dit viens ce soir on sort, ok, sauf que moi ça n'a pas motivé, ce soir j'étais claqué, j'avais juste envie de me poser sur le canapé, mais je peux lui dire non, ok. Si je lui dis juste non, Neko peut avoir une palette d'émotions, soit elle va le prendre plutôt bien en mode ok, bon bah il doit être fatigué, ou alors elle peut se dire oh là là il m'aime plus, ou alors elle peut se dire mais ouais mais c'est chiant quoi, il est jamais chaud pour sortir avec moi, est-ce qu'il est en de moi, est-ce que comment ça se passe, franchement c'est quoi ce mec, et se faire tout un cirque, ou est-ce qu'il est avec quelqu'un d'autre, peut-être que, et blablabla et blablabla. Or que si j'explique ce qui m'empêche de dire oui, eh bien on peut réussir à avoir quelque chose de plus apaisant, avec notamment mentionner le fait que ce soir effectivement je suis épuisé et que j'ai vraiment besoin de calme et d'être ouais, posé, de pouvoir me reposer. Et effectivement là il y a plusieurs solutions, parce que Neko elle avait vraiment envie de compagnie ce soir, donc il dit ouais mais moi j'ai vraiment envie de te voir, et puis voilà, moi j'ai pas envie d'être seul ce soir, ok. Et donc à partir de là, soit j'ai vraiment besoin de solitude et de calme parce que j'ai passé toute la journée entouré de personnes, et dans ce cas je vais dire que bah pour moi ce soir c'est vraiment pas possible, parce que ouais, j'ai une journée harassante dans laquelle j'ai pas arrêté d'être avec du monde et que j'ai pas envie d'entendre une seule personne ce soir. Et dans ce cas-là, bah elle saura pourquoi est-ce que je refuse. C'est pas parce que je ne l'aime pas, mais c'est parce que là, ce soir, j'ai vraiment besoin de calme. Ou alors, au contraire, si pour moi, c'est juste que j'ai pas envie de sortir, mais que partager un bon moment avec une personne que j'apprécie, par contre, je suis tout à fait ouvert, eh bien là, elle passera à la maison en ramenant les pizzas, bien entendu, et, euh, et à ce moment-là, on passera une agréable soirée, et il n'y aura pas eu lieu d'avoir le rejet, en fait. Elle aura eu la connexion à l'autre, elle ne se sera pas sentie seule ce soir, et en même temps, j'aurais pu avoir mon côté quelque peu reposant. Voilà. Donc ça, c'est la notion d'expliquer le pourquoi du comment. Et je retrouve toujours pas l'autre élément. Ah oui, la question de la communication non violente qui revient souvent, c'est du coup, vous pouvez pas frapper, vous pouvez pas utiliser la force. Si, mais dans certains contextes. Alors, l'utilisation de la force, il y en a deux grands éléments. Il y a l'usage répressif de la force, lorsque ça vise à faire souffrir un individu afin qu'il change de comportement ou qu'il se repente. Il a fait quelque chose de mal, il doit payer. Ça, on évite en communication non violente. À l'inverse, l'usage protecteur de la force, qui vise à protéger la vie sans porter de jugement sur les personnes ou leur comportement, lui est autorisé. Si je vois une personne qui s'apprête à se faire renverser par une voiture, l'attaquer pour la pousser à l'extérieur, ou effectivement là, arrêter le gosse avant que il ne traverse pour ramasser sa balle, il n'y a aucun souci à ça. Voilà, donc ça c'est une petite clarification à ce sujet-là. En clair, comment il s'appelle?
L'utilisateur, celui qui est avec la CNV, est un pacifique et non un pacifiste. Jamais trop fait la différence entre les deux, donc je te crois sur parole. Bah, globalement, pour le petit résumé, le Pacifique n'utilise la violence qu'en certains recours, donc notamment la légitime défense, Mhm. ou la protection, bah justement, tu parles de la personne qui va se faire renverser, tu l'attaques pour essayer de la mettre hors de danger. Le pacifiste, t'auras, je prends l'exemple, tu auras beau lui mettre une rouste, il se défendra pas. C'est la personne qui ne n'utilisera jamais, qui ne souhaite jamais utiliser la violence. Oui, Ouais, donc ouais, effectivement, ce serait plutôt le premier cas, donc le Pacifique, c'est ça? tout à fait. Génial. Enfin, donc d'un point de vue de la connexion à l'autre, je vais aborder un dernier thème qui est l'expression de la reconnaissance. Être capable de dire correctement merci à l'autre. Enfin, correctement, oui, c'est un jugement, mais lorsque j'exprime de la gratitude à l'autre, c'est pour lui dire à quel point je suis reconnaissant de ce qu'il a fait pour moi. Et j'aimerais que ma reconnaissance l'atteigne le mieux possible, en fait, qu'il perçoive l'ampleur de la reconnaissance que j'ai à son égard. Et donc plutôt qu'un oh merci mais tu me sauves la vie, franchement ce que tu fais c'est trop trop bien, t'es quelqu'un de génial toi, ouais, t'es quelqu'un sur qui on peut compter, bah plutôt essayer de clarifier, de, de structurer cette expression de gratitude. Le fait que je sois quelqu'un de génial, j'ai quelqu'un précédemment dans la journée qui m'a dit que t'es qu'un connard. Bon bah effectivement d'un côté on me dit t'es génial, de l'autre on me dit t'es qu'un connard. Bah en fin de compte ça m'avance pas tant que ça. Qui je suis, c'est relatif. Toi, tu me dis que je suis génial, l'autre me disait t'es un abruti. Bon, bah, ça m'avance pas. Par contre, ce qui pourrait m'intéresser, c'est que tu cibles directement un élément que j'ai fait ou que j'ai dit qui a eu de l'importance pour toi. Par exemple, lorsque tu m'as, je sais pas, qu'est-ce qu'il y a comme reconnaissance qui pourrait être pertinente un instant? Lorsque tu Non, m'as lorsque aidé avec mon non, problème de plomberie. non. Lorsque tu as pris de mes nouvelles alors que bah, effectivement j'étais un petit peu dans le mal, que je me demandais où j'allais aller, que tu as pris le temps de m'écouter alors que tu avais aussi d'autres éléments à côté qui se passaient pour toi, eh bien j'ai ressenti beaucoup de joie et de gratitude parce que j'ai vraiment besoin d'être écouté et le fait que tu sois là simplement pour m'écouter, pour être à mes côtés sans chercher à faire quoi que ce soit d'autre que d'être présente en fait, Neko, eh bien pour moi c'est quelque chose qui a eu beaucoup d'importance, qui à la fois m'a permis de clarifier ma situation personnelle, ce que je vivais, et en même temps qui m'a permis de voir que effectivement j'avais quelqu'un à mes côtés, eh bien en qui je pouvais avoir confiance, avec qui je pouvais partager, qui était ouvert et donc enfin qui était prêt à accueillir à ce moment-là ce que je ressentais. Et pour moi, ça a été vraiment une énorme joie que de savoir que j'avais quelqu'un de ce type à mes côtés parce que ça a vraiment beaucoup d'importance pour moi. Alors, en un mot commençant, merci. Voilà, je pense que ce merci-là est bien plus profond, a un impact plus conséquent que le merci ma chérie, t'es trop génial. Alors concrètement, comment est-ce qu'il se structure? Il est un peu basé sur la CNV, encore une fois. Je vais partir d'une observation, un truc précis que tu as fait, comment je me suis senti, les besoins qui ont été nourris. Hop. Et ce qui fait qu'à partir de là, bah tu comprends l'impact que tu as eu sur la vie de l'autre et tu mesures en quoi l'autre t'est reconnaissant plutôt que le t'es génial qui est quelque peu un raccourci, on va dire, mais un raccourci qui permet de ne pas se poser des questions qui, à mes yeux, sont intéressantes. Voilà. Besoin de clarification, tout est ok, à vous de me dire.
Enfin, à toi de me dire, vu qu'on est de Oui, retour. après, donc petite variante, parce que je pense qu'il y a certains contextes où bah, un merci suffit parce que le merci est suffisamment explicite. Enfin, je sais pas, le ah, je suis dans la merde, je suis à court de papier et la photo et il faut absolument que je fasse des photocopes. Bah attends, il y en a, j'en ai à côté, je t'enfile. Merci. Là-dessus, le merci n'est-il pas suffisamment explicite? Donc là, c'est vrai que dans le contexte du bah, l'écoute, etc., plutôt certes. Après, dans d'autres contextes, j'estime que le merci est suffisant car très explicite, Oui, non? oui, effectivement, dans certains points, le merci peut suffire, même parfois une absence de mots, mais à partir du moment où tu réalises, où tu as conscience du pourquoi est-ce que c'est aussi important, ben effectivement, ça peut prendre une autre dimension, te permettre de te connecter plus à ce que l'autre vit ou vivait. Par exemple, si je te mentionne que cette feuille de papier, j'en avais absolument besoin parce que ça, c'était pour permettre, je sais pas, effectivement, de faire une photocopie pour le cours qui arrivait juste après, alors que j'étais extrêmement inquiet parce que j'avais plus de papier chez moi, j'avais plus de papier là et j'ai vraiment envie de pouvoir montrer à mes élèves cet élément parce que j'ai bossé dessus pendant une partie du week-end, mais du dimanche j'ai plus de papier. En fin de compte, bah là c'est génial quoi, le fait que tu aies pu me passer du papier en ce lundi matin, sinon une partie du travail de ce week-end tombait à l'eau. Bah le merci, certes est un peu plus court, là a pas la même portée évidemment que sur le message précédent, mais effectivement comprendre le pourquoi et à quel point ton action a eu un impact sur moi, bah ça permettra d'enrichir encore plus. Après, ça dépend du temps, ça dépend de la connexion à l'autre, ça dépend de la relation, mais en fonction d'eux, le merci peut être pertinent comme peut effectivement être quelque chose d'un peu pâle et encore plus si tu prends le temps par contre de dire t'es trop génial, là je suis vraiment pas fan parce que c'est un jugement et c'est quelque chose, une étiquette que tu mets sur l'autre. À ce compte-là, autant lui dire en quoi est-ce qu'il te rend la vie plus merveilleuse. Voilà. Ensuite, est-ce que c'est clair là-dessus? Est-ce que tu veux que je revienne dessus un petit peu plus, un petit peu moins? Non, pour moi, c'est bon. Alors, on va pouvoir passer sur un autre élément. Damn. Bon, on va l'augmenter un petit peu celle-là. Voilà. Alors, d'un point de vue de la communication non violente, j'ai à peu près couvert tout ce que je voulais en dehors des outils, des anecdotes et des éléments que j'ai croisés en CNV et qui m'ont bien plu. Après, il y aura les modules thématiques, mais je prendrai le temps de faire un focus sur les modules thématiques. Voilà. Encore que je sais pas trop comment ça va se faire, bref, j'y reviendrai un peu plus tard. Donc, les différents outils. Donc là, ce que vous voyez, c'est la marelle de la communication non violente. Donc c'est quelque chose, par exemple, qu'on utilisait en atelier et que je vous recommande peut-être d'utiliser si vous voulez préparer une discussion, vous savez que la discussion va pas forcément être simple avec une personne, que vous voulez clarifier vos observations, vos sentiments, vos besoins, vos demandes, ça peut être intéressant de mettre cet élément-là. Donc nous en CNV, on a imprimé ça sur 1, 2, 3, 4, 5, 6 papiers différents, on les positionne au sol dans cet ordre-là, donc habituellement les jugements et reproches, ils sont plutôt par là. Bon, là, malheureusement, il y a la webcam, donc je les mettrai légèrement au-dessus, mais c'est en fait faire la danse. Donc, je pars d'une observation, donc je m'installe, moi, le petit Kiran, le petit Scanner, je l'installe, hop, 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 ici, pouf, voilà, je vais le mettre en noir, et c'est joli le noir. Et je pars de l'observation sur laquelle je veux travailler. Donc, effectivement, Euh, tout à l'heure, alors que je rentrais de chez ma mère, il y a une personne qui m'a dépassé en voiture, alors que la ligne était une ligne blanche continue et que en face, je pouvais distinguer une voiture qui arrivait. Observation, il n'y a rien. Concrètement, j'estime que c'est à peu près objectif. Donc, je peux passer directement sur les sentiments éventuellement. Me dire que j'ai ressenti
de la peur. Mais aussi, je peux me dire que putain, n'empêche, c'était un sacré connard ce mec. Oser comme ça dépasser sur une ligne blanche alors qu'il avait rien à faire là. Franchement, les inconscients comme ça, on devrait être tués. Franchement, c'est du grand n'importe quoi parce que là, il aurait pu se tuer, il aurait pu tuer une personne innocente en face, que lui il crève. Pas en soi, je m'en fous, mais qu'il tue une personne qui avait rien demandé juste parce qu'il avait envie d'aller un peu plus vite pour rentrer chez lui. Franchement, des gens comme ça, bref, c'est un défouloir, c'est un endroit dans lequel je vais pouvoir un peu cracher mon venin, qui fait pas forcément partie de la communication non violente, mais c'est un défouloir. Ensuite, je vais pouvoir revenir à l'observation. Effectivement, donc c'était un endroit, je roulais à 80 alors que la limitation était à 80. C'était une belle ligne droite. S'il n'y avait pas eu la limitation à 80, j'aurais facilement pu rouler à 90 voire 100. Il y avait une voiture qui arrivait en face, mais s'il y avait une bande discontinue en roulant à 100 ou 110, on pouvait aisément me dépasser. Mais il m'a dépassé. Du coup, un sentiment, la colère, hmm, pas vraiment de la colère, ça aurait plutôt été de la peur. Effectivement, ouais, de la peur, de l'inquiétude. Et ça s'est traduit en moi. Donc là, je passe aux sensations corporelles que je transmets avec mon petit triangle. Et effectivement, d'un point de vue des sensations corporelles, bah c'est le ventre qui s'est noué et le pouls qui s'est accéléré à ce moment-là parce qu'effectivement, je savais que la situation était critique et ouais, j'ai vraiment senti mon pouls s'accélérer et ma gorge se serrer. Ok, donc je vais revenir au sentiment, donc un sentiment, ouais, pas d'impuissance, mais de colère, d'inquiétude. Et ce sentiment de peur, cette crainte, bah, je la relie à quelque chose qui relève d'un besoin de sécurité en fait, parce que pour moi, ce qui est important, c'est de me sentir en sécurité lorsque je roule. Et ouais, c'est vraiment quelque chose qui est important pour moi. Alors les demandes que je peux faire, bah c'est un peu compliqué de demander à tout le monde de rouler comme je l'imagine et comme pour moi ça serait parfait. Par contre, ce que je peux me faire comme demande, bah c'est sur la route, peut-être de rouler soit plus lentement, soit lorsque je vois que quelqu'un me dépasse sur une zone dangereuse, de freiner directement afin de faciliter le dépassement. Comme ça, même si j'estime que son dépassement est une aberration, au moins ça diminue les chances que cette aberration, selon mon jugement et mon reproche, que ce dépassement, selon une observation, se finisse en carnage. Alors la demande que je peux me faire, c'est celle-là. Ou alors je peux me faire la demande une fois que à chaque fois qu'il se passe quelque chose comme ça, bah dans les 10 minutes qui suivent, je prends le temps de m'arrêter un petit peu histoire de souffler parce que effectivement, il y a eu des émotions fortes et j'ai envie de les digérer. Et pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est important. Et du coup, là, les demandes, c'est des demandes qui peuvent être dirigées envers une autre personne, s'il y a une personne en particulier. Là, c'était un automobiliste parmi tant d'autres, c'était un peu compliqué. Mais ça peut aussi être, et majoritairement, des demandes vis-à-vis de moi-même. Et de la manière dont je veux me comporter, je veux agir. Et voilà. Donc ça, c'est la marelle des besoins. Encore une fois, je recommande de s'en servir en l'imprimant et en marchant dessus. Vous pouvez plastifier les feuilles, c'est assez pratique pour les conserver dans le temps. Mais l'idée, c'est que ça permet de clarifier l'endroit où j'en suis à cet instant. Et c'est pas forcément quelque chose qui se fait de manière linéaire. Je peux, par exemple, au besoin, lorsque je suis à explorer mon besoin, voir qu'il y a des sensations corporelles qui se manifestent. Et du coup, je retourne aux sensations corporelles. Puis après, repasser par la case des sentiments. Puis me dire que n'empêche, c'est quand même un sacré connard, et repasser dans les jugements. Pour ensuite revenir aux sentiments et aux besoins. Il n'y a pas forcément une linéarité là-dedans, mais c'est quelque chose qui va permettre de clarifier ma relation à moi-même et dans un second temps, ma relation à l'autre. En sachant que après, lorsqu'on a un peu plus d'expérience, on peut aussi travailler sur ce que l'autre a observé, ce sur quoi l'autre a pu éprouver des sentiments, les besoins qu'il a pu vivre et ses demandes, et ensuite à partir des demandes de l'autre et de mes demandes, de les mettre en connexion et de parvenir ensuite, grâce à cette connexion mutuelle, à un dialogue avec l'autre. Voilà.
Des questions? Non. Nickel. Pareil, ça va être l'importance d'entendre les besoins sous les accusations. Concrètement, dans le langage de la CNV, eh bien, les girafes, donc les personnes qui parlent le langage de la communication non violente, ont souvent affaire, souvent à interagir avec des chacals, donc ceux qui s'expriment, on va dire, d'une manière qui est orientée sur le jugement, les reproches, la culpabilité et autres. Et ce qui est intéressant, c'est d'utiliser les oreilles de girafe, être capable de décoder ce que le chacal est en train de me dire. Donc par exemple, s'il y a mon père qui vient et qui me dit «T'es irresponsable de passer autant de temps sur le PC», bah je peux partir, si j'ai mes oreilles de girafe, désolé, de chacal, je vais voir que mon père est en train de m'engueuler et de m'insulter. Du coup, j'ai plusieurs solutions. Soit je je contre-attaque, parce que je suis très doué pour contre-attaquer. Non, et t'as vu toi comment tu t'étales devant la télé? C'est pas mieux, hein? Et dans ce cas-là, on s'avance pas énormément et on entre dans un conflit armé. Je peux aussi dire, ouais, t'as raison, je suis qu'un sac à merde. Et dans ce cas-là, bah, c'est pas très bon pour mon estime et ça fait pas avancer le schmilblick. Ou alors, bah, je peux me concentrer sur ce que moi je ressens. Et effectivement, lorsqu'il me dit ça, mon papa, bah, je ressens beaucoup de tristesse parce que moi j'ai besoin de respect, j'ai besoin d'estime de moi. Et lorsqu'il m'exprime ça, je ressens que ouais, il y a quelque chose qui se blesse parce que ma connexion et la relation que j'ai avec mon papa est pas celle que je souhaite. Ça, c'est lorsque je tourne mes oreilles de girafe vers moi. Mais je peux aussi tourner mes oreilles de girafe vers l'autre. Et essayer de comprendre ce qui se passe lorsqu'il me dit «T'es irresponsable de passer autant de temps sur le PC». Ce qu'il essaie de me dire, si je devais le traduire, ça pourrait être «Lorsque je te vois passer 6 heures aujourd'hui sur le PC, je ressens de l'inquiétude parce que j'ai envie de contribuer à l'épanouissement de mes proches et pour moi, passer 6 heures par jour devant le PC, c'est pas quelque chose qui me paraît très sain. Et je m'inquiète pour toi. Formulé comme ça passera beaucoup mieux que le t'es irresponsable de passer autant de temps sur le PC. Et même si lui dit t'es irresponsable de passer autant de temps sur le PC, je peux, en étant une girafe qui est relativement disponible, donc où est-ce qu'elle est, le truc de la disponibilité? Voilà. Si je suis relativement disponible et que j'ai les capacités d'écoute, eh bien, je vais pouvoir traduire ça et entendre ce qu'il y a derrière. Pareil, s'il me dit tu branles rien de tes journées alors que je me tue à la tâche, tu me saoules, eh bien, ça peut être formulé de la manière suivante. Lorsque je rentre du travail, que je vois que la vaisselle et le sol n'ont pas été nettoyés et que tu as joué sur la console, je ressens de la colère. J'ai besoin d'équité et j'ai aussi besoin de repos. Est-ce que tu serais d'accord pour passer le balai 2 fois par semaine et nettoyer la vaisselle sale tous les jours? Alors là, concrètement, c'est encore de la reformulation. Une reformulation dans laquelle on a une observation. Le fait que là, t'es affalé devant la console. Euh, ce que je ressens, les besoins qui sont derrière, le besoin d'équité dans notre relation et aussi mon besoin de repos. Et ensuite, une demande. Et une demande, elle doit être claire, nette et précise, mais aussi atteignable et négociable. Parce qu'effectivement, si elle n'est pas précise la demande, elle peut être interprétée différemment par l'autre. Et toi, tu seras pas satisfait, mais dire mais j'ai fait ce que tu m'as demandé. Pourquoi tu râles encore? Moi, je l'ai fait. Par exemple, une femme qui a demandé à son mari de passer moins de temps au boulot parce qu'elle avait envie de le voir plus souvent à la maison, mais elle lui a dit j'aimerais que tu passes moins de temps au boulot. Bah, le mari, il l'a fait ok, je t'entends. Ok, je vais passer moins de temps au boulot. Du coup, il s'est inscrit à un tournoi de golf. Comment te dire que la femme n'était pas très joyeuse à ce moment-là? Voilà. Ah, Euh, c'est explicite. Voilà, question d'explicité et de précision dans la demande. Et plutôt que de dire ce que tu ne veux pas, sois plutôt dans ce que tu veux. Plutôt que de dire euh, hop, il y a une bonne explication là-dessus. Tac, 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 tac. Plutôt que de dire hmm, que je la retrouve parce que voilà. Plutôt que de dire mais arrête de crier euh, dans la situation où t'avais le gosse qui essayait de À chanter. bout de tambour. Et bah effectivement, c'est plutôt de dire ce que je veux. Donc ce que je veux, c'est en cet instant du calme.
Et effectivement, dans ce cas-là, je veux du silence en cet instant, bah le gosse, s'il tape sur le tambour, là il a conscience que c'est aller à l'encontre de ce souhait de calme. Or que là, le arrête de crier, le gosse, il est en mode mais je crie pas, je tape sur mon tambour. Tu m'avais dit arrête de crier, arrête de chanter. Bref, encore une fois, la capacité de s'exprimer. Ensuite, un sujet un petit peu plus compliqué, enfin compliqué, je sais pas, c'est la notion de victime, de sauveur et de persécuteur. C'est un triangle qui va très bien ensemble, mais qui en soi est assez nocif, nuisible. Concrètement, même si ça peut paraître louable d'être un sauveur lorsque tu vois une demoiselle en détresse et de se dire je viens la sauver du harcèlement qu'elle subit, etc. C'est louable dans un premier temps, mais concrètement, euh, ça permet de faire continuer à vivre le triptyque. À partir du moment où une personne a besoin d'être sauvée d'un violent persécuteur et que moi je joue le rôle du sauveur, et bah ça va conforter l'autre personne dans le rôle de la victime et la troisième dans le rôle du persécuteur. Donc il y en a une qui, plutôt que d'acquérir les moyens de se défendre par elle-même et de se protéger, d'avancer par elle-même et d'exprimer ce qui est important pour elle, et bah elle risque de se complaire dans ce rôle de victime. Parce qu'il y a à côté une personne qui est son sauveur, son fier chevalier blanc. Et en troisième, tout le monde, enfin le reste du monde où certains ennemis sont les persécuteurs et dans ce cas-là, eh bien, il faut aller les oxyre. Et pareil, bah, ça donne une justification à d'autres pour persécuter. Parce qu'en fin de compte, ça permettra à un chevalier blanc d'apparaître et ça permet de créer de l'interaction avec les autres. Je sais que si je commence à persécuter une personne, bah ça me permettra d'interagir avec d'une manière un peu sordide certes, mais une interaction de piètre qualité est mieux que pas d'interaction du tout. Et en cet instant, bah, j'ai vraiment besoin d'une interaction, donc ne sachant pas comment faire autrement, n'ayant jamais appris depuis tout petit comment le faire, et bah la meilleure manière que j'ai en ce moment d'établir une interaction avec l'autre, c'est en lui faisant mal. Et vu qu'il a mal, ça je sais la gérer ce genre d'interaction avec. Voilà, c'est pas forcément quelque chose à encourager et c'est un triptyque, le victime sauveur persécuteur qui va très souvent ensemble. Du coup, faire attention, c'est sympathique effectivement lorsque tu vois une personne se faire agresser dans le métro, je recommande effectivement de venir en aide. Mais par contre, dans l'aspect plus relationnel, là, j'invite à avoir beaucoup plus de méfiance, de prudence vis-à-vis de ce triptyque dans lequel il y a l'ex un petit peu nauséabond et toxique, il y a le fier nouveau copain et il y a la petite victime qui a besoin d'être protégée, par exemple. Ça peut être une sorte de triptyque qui amène à une relation extrêmement peu, peu pérenne, je pense. Après, c'est une évaluation personnelle qui est basée aussi sur les expériences que j'ai pu vivre ou autres. Je reviendrai pas forcément là-dessus ici, mais concrètement, d'un point de vue de la structure de la relation, c'est pas quelque chose d'équilibré et de stable. Voilà. Donc, plutôt que de venir toujours à la rescousse de l'autre, plutôt apprendre d'un côté à ne plus avoir besoin d'aide et l'autre à ne plus apporter cette aide avant que l'autre en ait réellement besoin. Effectivement, si l'autre est sur le point de se suicider, oui, ça vaut quand même le coup d'aider, quoi. Concrètement, il y a pas de doute à ça. Mais par contre, il y a un moment où l'aide va être de manière responsable, en fait. Une aide dans laquelle tu permets à l'autre de grandir et d'apprendre de l'aide que tu lui offres. C'est pas une aide en mode c'est le forfait tout compris, ok, t'as un problème avec ton ex, laisse-moi m'en occuper, je gère tout et toi de ton côté tu ne fais rien. Non. L'objectif c'est que chacun puisse porter sa propre responsabilité et grandir avec celle-ci. Voilà. Je me suis peut-être un petit peu embrouillé, j'ai peut-être un peu dévié, mais voilà, donc un commentaire. Non, non. Alors je poursuis, donc
J'avais déjà expliqué un petit peu pourquoi la girafe et le chacal, donc je vais pas forcément revenir là-dessus. Une autre métaphore que j'ai beaucoup aimée, qu'on avait abordée dans une séance de communication non violente, c'était celle de la tortue et de la dune. Alors, pourquoi une tortue, pourquoi une dune? Bah, concrètement, la dune, c'est mon objet. Là-haut, c'est l'objectif de ma vie, c'est de grimper cette dune. Je serai heureux, je serai joyeux lorsque j'aurai grimpé cette dune. Ok. Et moi, je suis la petite tortue en bas de la dune. Or, comment je m'y prends pour grimper cette dune? Soit j'y vais en ligne droite, parce qu'effectivement, la ligne droite, c'est le chemin le plus court. Mais comme ça, bah, je vais m'épuiser. Et puis, en fin de compte, à certains moments, le sable va glisser un petit peu et je vais repartir en arrière. Et il y aura du désespoir. Et en fin de compte, grimper de front, c'est quasiment impossible. Et je m'épuise à ça, mais c'est le chemin le plus court, donc c'est ce que je dois faire. Mon objectif, il est là-bas, j'ai pas le temps d'aller à droite ou aller à gauche. Mon objectif, c'est le haut de la dune. Or, je sais où je vais, je sais pourquoi j'y vais, je sais comment j'y vais. Hop, je vais repasser comme ça. Donc, voilà, j'ai aucun doute, mon objectif, c'est le haut de la dune. Bah, c'est pas forcément comme ça que ça sera le plus pertinent d'y aller. À l'inverse, faire des lacets, avancer d'abord à gauche, puis à droite, à un moment prendre le temps de m'arrêter, de contempler le chemin qui me reste à parcourir, mais aussi le chemin que j'ai déjà parcouru, célébrer ce qui a déjà été fait, réfléchir à comment aborder les étapes qui me restent à parcourir, c'est peut-être quelque chose qui sera plus pertinent, qui me permettra d'aller plus loin, en tout cas d'atteindre le sommet de la dune, alors que continuer à aller de front encore et encore jusqu'à ce que je n'en puisse plus et que je dise c'est impossible, bah c'est pas forcément la meilleure des solutions. Et lorsque je vois que je suis fatigué, prendre le temps d'une pause, prendre le temps d'aller un peu à gauche ou à droite, tant que ça continue à me faire un peu progresser, même si c'est pas ça qui me fera le plus progresser, mais j'avance petit à petit vers mon objectif. Petit pas par petit pas, plutôt que d'essayer de faire une grande enjambée. Voilà une petite métaphore. Je la connaissais pas celle-là. Ouais. Bah concrètement, ça m'étonne pas que tu la connaisses pas parce qu'elle a été inventée par moi et une demoiselle dans un stage de CNV et on en a parlé à notre instructrice CNV qui a trouvé ça très intéressant. Mais effectivement, ouais, c'était cette manière de progresser en fait qui est petit à petit, à notre vitesse, sans essayer de forcer et sans passer à essayer de s'épuiser. Et je trouvais que c'était super parlant de me dire bah je suis cette petite tortue qui essaie de grimper cette dune quoi. Et une fois que j'aurai atteint le haut de la dune, bah après ça sera que du plaisir pour glisser jusqu'à l'océan. Cute. Voilà voilà. Euh, voilà. Ensuite, en autre élément, on pourrait parler de l'IFS, Internal Family System. Donc, Internal Family System, c'est les voix. C'est assez similaire aux voix qui sont à l'intérieur de moi. Donc, nous, on n'est pas en train de parler de schizophrénie ou quoi que ce soit. On est en train de parler des différentes personnes qui, en même temps, vivent en moi. Donc, à la fois, il va y avoir l'enfant qui a envie de s'amuser, de se divertir et de prendre du plaisir. Il va y avoir le père responsable qui a envie de protéger et d'assurer la sécurité de ceux à qui il tient. Il va y avoir la mère qui a envie de les chouchouter, de leur faire plaisir et de pouvoir prendre soin d'eux et d'être à côté d'eux, de les accompagner, de les bichonner. Il va y avoir la grand-mère un petit peu sage qui va être en mode ouh, ce que tu fais là, c'est une connerie, mais il faut bien que jeunesse se fasse. Il va y avoir Mm. différentes voix à l'intérieur d'une personne qui vont être, on va dire, les petites voix de la personne qui vont lui dire ah, tu devrais pas faire ça, tu devrais faire ça, et réussir à distinguer ces voix et avoir conscience que je ne suis pas ces voix font partie simplement de moi, mais c'est une petite partie de moi. Moi, je suis quelque chose de beaucoup plus large que simplement ces petites voix. En plus d'être ces voix, je suis aussi mes sens, je suis aussi ma perception du monde, je suis aussi ma mémoire, je suis aussi plus que tout cela réuni, je suis quelque chose de plus. Et ces voix font partie de moi. Et apprendre à les distinguer. Donc par exemple, il y aura une voix de la sécurité, celle qui me dirait
Tu sais, là, honnêtement, si tu fais ça, il va t'arriver plein de bricoles parce qu'il y a ci, il y a ci, il y a ça, et qui va te faire la liste de tous les dangers potentiels si tu décides de faire la balançoire. Parce qu'effectivement, bah, tu peux basculer en arrière, effectivement, tu peux choper le tétanos si il y a un clou par terre, tu peux aussi frapper une personne si tu fais pas attention lors du mouvement de recul. Et qu'est-ce qui se passe si tu casses, si lors d'un de tes reculs, tu pètes la nuque à un gosse qui passait par là et qui a pas fait gaffe? Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Cette petite voie de la sécurité, mais il y a aussi la voie du plaisir, il y a la voie du calme, enfin il va y avoir une multitude de voies qui sont reliées aux besoins, et c'est être capable d'identifier ces différentes voies et d'être capable de s'adresser à elles. Effectivement, par exemple, j'entends que la voie de la sécurité, pour moi, eh bien, il y a cette peur de blesser l'autre lorsque je fais de la balançoire. Donc, essayer de rassurer cette voix, de dire que bah effectivement je tiens à faire de la balançoire et en même temps je comprends que pour moi c'est important de parvenir à mettre un cadre le plus sécurisant possible. Donc par exemple m'assurer dès qu'il y a une personne qui se rapproche à moins d'un mètre de ma balançoire, d'aller moins haut, moins loin et de me stabiliser le plus possible. Ça c'est une possibilité qui est envisageable. Voilà. Donc ça c'est avec tout ce qui relève de la des voies intérieures, donc c'est l'Internal Family System, et malheureusement je suis désolé Lucas, mais c'est pas forcément pour cela que ce stream a lieu, donc non. Je poursuis. Alors, tac tac tac, j'en étais où? Ah oui. Donc Internal Family System, c'est une manière d'appréhender le théâtre intérieur, c'est-à-dire toutes ces petites voix qui vont discuter, qui vont, qui vont influencer. Il y en a certaines qui vont s'exprimer beaucoup plus fort que d'autres. La voix de la sécurité, par exemple, qui va te dire c'est hors de question, alors que t'as la petite voix du plaisir qui est en mode j'aimerais tellement réussir à faire ça, j'aimerais être sur la balançoire, ou même par exemple sur le trampoline. Euh, il y a la voix de la sécurité qui va me dire non, c'est mort, tu peux pas. Et ça se trouve, c'est même pas de la sécurité par rapport juste au risque physique, mais c'est par exemple au risque social. Non, va pas faire de trampoline. Tu sais que t'es une merde de trampoline. Tu vas te ridiculiser et les autres vont se moquer de toi. Et du coup, s'ils se moquent de toi, bah déjà qu'ils t'aiment pas des masses, ils vont t'aimer encore moins et tu seras encore plus isolé des autres. Saute pas sur le trampoline, non, non. Contente-toi des agrès qui sont tout simples à côté. Voilà. Donc, mais en même temps, il y a la petite voix à côté qui est celle, bah, j'ai bien envie de faire du trampoline. Et réussir à s'adresser à toutes ces voix et à leur permettre bah, de vivre et d'être acceptés, d'être accueillis, eh bien, ça peut permettre un peu plus d'harmonie intérieure. Voilà. Alors, je pense qu'on va poursuivre sur trois éléments et ensuite je vais marquer la fin du stream. Alors, le premier, donc, ça va être les discussions. Il y a deux grands formats sur les discussions, c'est le format ABAB et le format AABB. Donc ABAB, c'est je parle de ce qui est important pour moi, tu parles de ce qui est important pour toi. Je parle de ce qui est important pour moi, tu parles de ce qui est important pour toi. Et en fin de compte, eh bien, on n'a pas réellement pris le temps de s'écouter, de se comprendre et ouais, t'as dit ce qui était important pour toi, moi je t'écoutais pas parce que j'étais concentré sur ce qui était important pour moi, et inversement. Ce qui fait qu'à la fin de la discussion, bah, je suis persuadé que ce qui était important pour moi n'a pas été entendu, mais que je l'ai exprimé, mais que l'autre m'a pas entendu, et l'autre pense exactement la même chose. Bon, c'est ballot. À l'inverse, une discussion dans le rythme AABB, ça va être je parle de ce qui est important pour moi, tu écoutes ce qui est important pour moi. Et ensuite, tu parles de ce qui est important pour moi et j'écoute ce qui est important pour toi. Et là-dedans, il faut poser, ce qui peut être important, c'est de poser un cadre sécurisant, notamment pour la deuxième personne qui va s'exprimer. Comme ça, elle sait qu'elle va pas se faire flouter. Si elle prend du temps pour t'écouter, on s'est déjà mis d'accord au début sur le fait que après, toi, t'allais prendre du temps pour l'écouter elle. Parce que si c'est en mode, ok, bah merci, j'ai parlé, maintenant, bah casse-toi, au revoir. C'est pas top. Alors que effectivement, cette relation de confiance dans laquelle, bah, je vais exprimer ce qui est important pour moi. Et toi, tu vas m'entendre. Peut-être qu'à la fin, tu vas faire une petite reformulation de ce que tu as entendu. Et après, on va changer les rôles. Bah, ça permet une plus grande profondeur. Et un exercice là-dessus qui est assez intéressant, c'est les 4 minutes. On lance un chrono et pendant 4 minutes, tu as la parole et je t'écoute. Tout simplement.
Ça se trouve, tu diras rien. Ça se trouve, tu peux pleurer les 4 minutes à fond. Ça se trouve, parfois, tu divagueras sur des choses pas importantes. Parfois, tu diras des choses qui sont très profondes pour toi. Et voilà. 4 minutes qui te sont dédiées dans lesquelles je t'accorde toute mon attention. Et je dis bien toute mon attention. Hors de question de sortir le téléphone ou quoi que ce soit. C'est 4 minutes pendant lesquelles je t'écoute. Je ne fais rien d'autre que de t'écouter. Et après, au bout de ces 4 minutes, petite reformulation, puis on échange. Et c'est un temps où toi tu m'écoutes pendant que moi je parle de ce qui est important pour moi. Exercice assez bateau, mais en même temps qui permet de construire une profondeur de la discussion que l'on a assez peu dans d'autres cas. Voilà. Et en fin de compte, je pourrais dire que non, en fin de compte, ça, les 4 minutes d'écoute, c'est bon. Je pourrais parler de la météo intérieure, donc ça, c'est aussi une sorte de métaphore, c'est de se dire, parce que souvent, lorsqu'on te demande comment ça va, bah, tu répondras ça va bien. Récemment, j'invitais à s'exprimer à travers tout un registre qui peut être extrêmement varié de sentiments. Je me sens épuisé, je me sens attendri, je me sens calme, je me sens charmé, je me sens content, de bonne humeur, décontracté. Bref, il y en a toute une liste. Mais plutôt que d'exprimer ça, une autre alternative peut être celle de la météo intérieure. Comment je me sens en cet instant? Bah, je me sens un peu comme dans un brouillard. J'y vois pas forcément très loin. J'ai un peu l'impression d'avancer à tâtons. Et en même temps, je me dis que le soleil pourrait bientôt se lever, mais pour l'instant, il fait un peu frais et je me sens pas forcément en sécurité à avancer comme ça. Ça, c'est une manière d'exprimer, par exemple, le fait que je suis désorienté, que je suis un peu dérouté, un peu déprimé. À l'inverse, de dire qu'il y a un grand soleil, que j'ai de la visibilité à long terme, que je vois très loin, que je sens le soleil réchauffer ma peau et que là, honnêtement, c'est une belle journée, eh bien, ça peut être que je suis joyeux, calme, oui, effectivement, vibrant, aventureux. Voilà, il peut y avoir différentes manières de l'exprimer. Voilà, voilà. Des questions par rapport à un de ces différents éléments? Non, enfin, j'avais entendu parler des 4 minutes, mais sous la forme des 3 minutes et pas 4, mais sinon, non. Effectivement, j'ai dit 4, ça peut être 3, ça peut être 5. Je trouve que 4, c'est un bon bilan parce que il y a assez de temps pour pouvoir exprimer un petit peu ce qui te passe sur le cœur et en même temps, c'est pas trop non plus si, il y a pas grand-chose à dire. Bref, ça permet aussi d'avoir un peu de temps de silence parfois parce que habituellement, on évite énormément les silences. Dans une conversation, on a peur des silences parce que on sait pas ce qu'on devrait faire, ce qu'on devrait dire pour peupler ce silence. Or que le silence a toute sa place dans une conversation. Voilà. Donc j'avais un autre élément que j'aurais pu évoquer, donc c'est la méthode Tipeee. C'est une méthode pour gérer les peurs. Mais j'y reviendrai plutôt sur le module à propos de la peur qui devra avoir lieu dans un petit mois, un mois et demi, je pense. Donc voilà, voilà. Euh, hop, hop, voilà. Donc comment est-ce que je vais conclure ça? Je vais conclure par le fait que la semaine prochaine, on va avoir le plaisir de retrouver Nawek pour une nouvelle interview dans laquelle on ira creuser plus loin sur certains sujets eh bien, qu'on n'a pas abordés jusque-là. Donc je suis très curieux de voir ce que ça va donner et de pouvoir échanger avec lui, de pouvoir continuer à parler et à creuser un petit peu sur sa manière de voir le monde et peut-être lui apporter plus de clarté, et l'aider sur le chemin de la guérison. Euh, voilà, hein, c'est un peu l'objectif de cette chaîne de base. Euh, Ensuite, la semaine suivante, ça sera du Elfie Gamer, avec probablement quelque chose qui sera orienté sur le Dharma. Et en fin de compte, les semaines suivantes, en fonction d'eux, soit ça sera encore de la communication non violente, soit ça sera du Elfie Gamer en alternance. Et entre ça, viendront, je l'espère, s'intercaler de nouveaux entretiens introspectifs, puisque, eh bien, je vais tenter de trouver des personnes qui seraient intéressées par l'exercice. Voilà, voilà, donc je remercie encore une fois ma très chère modératrice, spectatrice principale, aussi commentatrice, hein, parce que j'aime beaucoup ce format dans lequel
bah, ça permet de voir si j'ai été compris, si j'ai été entendu et de clarifier un petit peu donc merci à elle. Bon effectivement pour l'instant d'un point de vue taf de modération, il y a pas tant de taf que ça, mais on verra comment ça évolue dans les prochains épisodes et en attendant, il suffit que ça aide même, ne serait-ce qu'une personne et c'est suffisant. Alors je vous remercie à tous pour, votre attention et prenez soin de vous. Ciao.